Merci, monsieur le maire. Monsieur Grégoire, mon propos, je vais le relativiser un petit peu parce que maintenant que je sais, grâce à monsieur Bargeton, que ce n'est pas vous qui prenez les décisions et que vous n'avez pas beaucoup d'influence sur nos affaires budgétaires, ça relativise un peu les choses. Bon, néanmoins, j'ai lu la communication, pensons que ce soit la vôtre, et c'est une petite musique, je voulais vous dire, déjà connue. C'est une complainte, voyez-vous, c'est la complainte des contraintes. Alors, évidemment, le responsable des contraintes, c'est l'État, et le désengagement de l'État. C'est évidemment la péréquation qui augmente. C'est la charge de centralité. Ah bah oui, malheureusement, Paris n'échappe pas à son statut et à sa vocation. C'est évidemment la solidarité. Voilà. Je me demande si vous réalisez qu'on est en cette fin d'automne à Paris en 2019 et que le budget de 2020 est placé comme celui de beaucoup de collectivités sous le sceau des contraintes budgétaires. En fait, ce que les Parisiens, mais plus largement les contribuables nous demandent de faire, c'est comment faire mieux en dépensant moins. Voilà. Et je ne crois pas que ce soit l'objet d'une malédiction qui tombe sur la mairie de Paris. La baisse de la dotation globale de fonctionnement, elle est réelle, plus du fait d'ailleurs des mécanismes de péréquation et non d'une baisse décidée par le gouvernement. La DGF devrait ainsi atteindre 46,6 millions. Bon, dont acte. La suppression progressive de la taxe d'habitation, qui concernera en 2020 35% des foyers imposés à la taxe d'habitation en résidence principale, est quand même une bonne mesure. Bon, la hausse continue de la péréquation, qui atteint pour la première fois, certes, qui dépasse le montant de la dotation de l'État avec 613 millions d'euros. C'est une réalité, c'est la loi, et ça n'est pas une surprise. Alors, vous présentez la contractualisation avec l'État, là aussi, comme une contrainte. Alors nous voyons au contraire comme l'opportunité pour vous de ne pas augmenter les dépenses. Vous nous y avez habitués dans les mandatures précédentes et en particulier au début de celle-ci, et d'assainir la trajectoire budgétaire de la ville. On y reviendra. Pour rappel, cette contractualisation impose une augmentation des dépenses de fonctionnement intérieur inférieure à 1,14%. Bon, on est à 0,87, hors péréquation. Et une durée de désendettement inférieure à 12 ans. On va être à 9,42 années. On peut dire que grâce à la contractualisation, nous revenons dans une trajectoire budgétaire et d'endettement raisonnable. Sur la légère progression des recettes, je note que ce sont les droits de mutation, évidemment, qui explosent. 1,650 milliard d'euros d'inscriptions pour 2020 contre 1,581 milliard en 2019, soit une hausse de 4,4%, plus de 3 milliards en 2 ans, qui s'explique d'ailleurs, compte tenu du nombre de ventes qui n'augmente pas en volume constant, par évidemment la malheureuse progression des prix de l'immobilier à Paris. On bat à peu près un record tous les 2 mois et ça fait la une des hebdomadaires régulièrement. Je vous pose la question, monsieur Grégoire, c'est pas un peu gênant, un peu hémiplégique de votre part ou quasiment hypocrite de se plaindre à tout bout de champ des prix exorbitants de l'immobilier parisien et puis d'encaisser sans vergogne, avec gourmandise, avec une certaine, sans en perdre une miette évidemment, le pactole financier qui résulte de la raréfaction, je devrais dire de la disparition de la production de logements en parc privé à Paris. Certes, les opportunités foncières sont limitées, mais je note chez vous une absence totale de volonté de regarder, de réagir sur les capacités de la ville de financer et d'offrir d'autres opportunités de production de logements aux portes de Paris ou plus largement dans un cadre métropolitain sur lequel vous ne faites quasiment aucune référence dans votre communication. On dirait que Paris vit seul, étouffé et sclérosé dans son périmètre municipal. Si on ajoute à cela les loyers capitalisés qui continuent à gonfler les recettes de fonctionnement de la ville, après leur rapatriement de la section d'investissement, 130 millions en 2020, alors on peut considérer que vos recettes sont doublement dépendantes. En fait, vous bouclez votre budget à deux mains, si vous le voulez bien. La main droite, celle du profit, d'une part, celle du marché immobilier privé, sur lequel vous touchez une commission de 6% en fait. Vous êtes un peu le Stéphane Plaza de la mairie de Paris. Votre vrai boulot,
c'est de toucher sur toutes les ventes d'appartements à Paris. Vous devriez remercier M6 de la promotion qu'il fait régulièrement pour votre marché privé. Et puis la main gauche, celle du cœur évidemment, qui, à chaque fois que vous conventionnez du logement à loyer libre pour en faire des logements sociaux qui sont d'autant plus rendus nécessaires, bien sûr, que le prix du privé est inabordable, vous touchez 50 à 60 années de logement d'avance. Alors, vous perdez de la dotation globale de fonctionnement et la péréquation augmente, mais ce qui augmente vraiment et ce qui devient de plus en plus gros, ce sont les ficelles qui font tomber des millions d'euros, voire plus d'1 milliard d'euros dans votre escarcelle budgétaire. Je trouve que vous vous réjouissez un peu vite aussi sur la relative maîtrise des dépenses de fonctionnement qui, dans le contexte de la contractualisation avec l'État, sont à mettre largement au crédit de la loi qui vous oblige à la stabilité des dépenses sociales et à celle des contributions. D'ailleurs, je note que cette stabilité, on pourrait éventuellement d'ailleurs la mettre en question. IDF Mobilité, quand on regarde les conditions de transport dans le métro parisien et en particulier aux heures de pointe, et le SICTOM, stabilité aussi, mais quand on regarde l'état de Paris et son niveau de propreté, on pourrait aussi se poser des questions sur le bénéfice de cette stabilité. La seule contribution qui progresse, c'est celle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour sa modernisation et fidélisation, et nous ne pouvons évidemment que la soutenir quand nous considérons le rôle des pompiers dans notre commune. Mais ce dernier budget a un peu valeur de bilan dans votre gestion, car l'infléchissement du rythme d'évolution de la dette, il n'est jamais trop tard pour bien faire, ce ralentissement est largement dû à la sous-exécution du PIM, avec un total prévisionnel fin 2020 de 8 739 milliards de crédits de paiement effectivement liquidés sur les 10 milliards prévus. Ah, ce PIM number one, oserais-je dire, vous a enivré au point que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. Vaste programme d'investissement dont vous ne voyez pas la fin. À la fin de ce mandat municipal, on a vraiment le sentiment que les promesses d'Anne Hidalgo ont fondu comme les neiges d'antan au soleil brûlant de la réalité. 3 milliards pour le logement sans pratiquement de résultats. On est passé de 194 000 demandeurs en 2014 à 250 000 demandeurs de logements sociaux en 2018. 2 milliards d'euros ont été dépensés pour quelques mouchoirs de poche de verdure. On est loin de la révolution, de la végétalisation complète du cadre de vie des Parisiens. 1 milliard d'euros ont été investis dans une politique de transport qui multiplie des constats d'échec, inachèvement du plan vélo, 61% des équipements prévus n'ont pas été réalisés, bouclage du tram du T3 en retard, retard aussi du prolongement de la ligne 14, etc. etc. Voilà comment ces crédits ont fondu pour rien. Au bout du compte, la dette de la ville atteindra 6,14 milliards d'euros. C'est quand même un record inédit pour Paris, même si ça n'atteint pas les objectifs que vous vous étiez fixés. Dans les 10 ans qui viennent, il faudra aussi rembourser 300 à 400 millions d'euros par an. Voilà, au fond, ce que nous réserve comme non-surprise votre budget. C'est la raison pour laquelle le groupe UDI-MODEM votera contre. Je vous remercie. Merci.